place maintenant à un nouveau format, un autre format, un retour d'expérience sur l'impact, l'apport des fintech dans les collectivités locales. Elles prennent en importance, y compris dans ce secteur-là, pour découvrir leur impact exact, ce qu'elles apportent, les enjeux qu'il y a derrière. Je suis encore une fois bien accompagné, puisque je suis accompagné d'Arthur Moraglia, cofondateur et président de Viliz, et Théivano Leblay, Head of Sales de Mes Aides Publiques Infogreffe. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Grégoire. Théivano, tu voulais commencer par nous parler du financement public et de la double difficulté qu'il y a derrière ce financement public. Oui, tout à fait. Merci Grégoire, merci pour l'invitation déjà aujourd'hui. En effet, nous, chez Mes Aides Publiques Infogreffe, on a aussi ce rôle finalement d'observateur de cet écosystème, de l'accès au financement public. En effet, on constate qu'il y a une double problématique à laquelle se confrontent notamment les collectivités locales. Ces collectivités locales, donc, ce sont ces communautés d'agglomération, ces communes, ces départements, ces régions. Il y en a beaucoup. Elles ont, au même titre que les entreprises, elles ont elles aussi des projets qui peuvent être divers, hein, que ce soit de voirie, d'équipements sportifs, culturels, de logements, etc. Et elles se demandent parfois est-ce qu'il y a des financements publics qui peuvent les accompagner dans ces démarches-là. Et déjà à ce niveau, pareil encore une fois, au même titre que l'entreprise, elle se heurte à la difficulté d'accès à cette information, tant la nébuleuse des aides publiques est complexe. Il y a énormément de dispositifs de toute nature, de tout montant, pour tout un tas d'acteurs. Et finalement, elle ne s'y retrouve pas vraiment. C'est-à-dire que malgré l'important travail de diffusion qui est fait par les financeurs, c'est difficile de s'y retrouver vraiment dans cette jungle des aides. Et pourquoi c'est une double problématique? Parce que les collectivités ont cette double casquette. Finalement, elles sont à la fois bénéficiaires potentiellement d'une aide, mais elles peuvent être aussi porteurs d'aide, être financeurs elles-mêmes. Et elles ont aussi donc des ambitions sur leur territoire. Elles vont mettre en face de ces ambitions des leviers incitatifs, par le biais financier ou technique par exemple, sous forme d'aide, justement, de subventions, pour répondre aux enjeux de développement par exemple du territoire. Et on s'en rend compte, elles ont du mal à faire parvenir cette information jusqu'à l'oreille des entrepreneurs de leur bassin économique. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à diffuser ces aides, à promouvoir ces dispositifs. Et finalement, on est vraiment sur un canal qui est bouché quelque part dans les deux sens. Et c'est dommage, pourquoi? Parce que finalement, les aides publiques, c'est avant tout les outils de concrétisation des politiques publiques. Donc c'est important finalement, quand ils sont mis en place, qu'ils soient sollicités par les acteurs qui sont visés. C'est une manne qui est très importante. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière avec l'Institut de recherche économique et sociale. On parle en 2019, 157 milliards d'euros. Un peu plus de 60 milliards d'euros d'aide fiscale, un peu plus de 60 milliards d'euros d'aide fiscale et sociale, donc 120 milliards d'euros, et puis encore une trentaine de milliards de subventions directes. Donc effectivement, ce sont des montants qui sont colossaux. C'est important qu'ils soient déployés, sollicités. Ils peuvent être de toute nature, de tout montant. C'est difficile aussi, si on peut parler après-vente, si je puis dire, c'est de s'assurer ensuite de l'efficacité de mobiliser ces dispositifs. Et ça, de la même manière, c'est compliqué parce que on s'en rend compte, il y a un manque d'homogénéité entre les financeurs dans les modalités d'accès, dans le suivi par la suite, un manque de coordination, de coopération entre ces différents acteurs, tant l'information est parcellaire. C'est pour ça que finalement, les fintechs ont tout leur rôle à jouer. C'est là qu'elles peuvent intervenir. Nous, chez Mes Aides Publiques Infogreffe, on est très fiers de faire partie de cet écosystème, de la fintech, qui justement œuvre en ce sens à mieux faire circuler l'information entre ces différents acteurs. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de tenter de se positionner au cœur de ce triptyque et de tenter de créer un cercle vertueux en dotant chaque acteur avec les outils qu'il convient. D'une part, la collectivité, qui doit donc justement, lorsqu'elle propose des aides à l'installation sur son territoire, des aides à la rénovation de façade, des aides à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques par exemple, lui donner les moyens de mieux diffuser, de promouvoir son dispositif et donc de répondre à son ambition qui est de stimuler son bassin économique. Il faut en face de ça permettre aussi à l'entrepreneur de mieux s'y retrouver et donc de manière effective, qu'ils puissent solliciter ces dispositifs, en bénéficier de cet accompagnement financier
ou techniques pour qu'en effet, elle puisse pérenniser ou développer son activité, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle qui est essentiel de cet intermédiaire de conseil qui peut prendre la forme de l'expert comptable, de l'avocat, du cabinet de conseil par exemple. C'est important de l'outiller pour qu'il puisse se saisir de cette nouvelle mission de conseil, de ce rôle de référent des aides publiques, puisque c'est important aussi, si on veut que cette démarche fonctionne, il faut une logique quelque part un petit peu héroïste et que tout le monde s'y retrouve, à la fois la collectivité territoriale, l'entrepreneur, mais aussi l'intermédiaire de conseil, qu'il puisse apporter sa valeur ajoutée, son expertise en étant bien outillé. Et ça, effectivement, c'est là tout l'intérêt. Mes aides publiques, Infogreffe a fait ce parti pris-là de se positionner au cœur de cet écosystème, mais il y a d'autres approches qui existent. La FinTech apporte son lot de technologies, d'IA, d'algorithmes, d'expertise, pour favoriser l'accès au financement public. Et on est très content d'en faire partie. Mais effectivement, on n'est pas les seuls. Arthur en parlera mieux que moi. Il y a d'autres alternatives qui existent aussi pour le financement des collectivités locales. Justement, Arthur, quel constat tu dresses sur ce financement public et ce lien avec les FinTech? Alors, le financement public via les FinTech, c'est un peu l'image, puisqu'on est dans la partie FinTech Stories, donc on doit se parler sous forme d'histoire. On est un peu sur l'image de la carpe et du lapin. Je ne dis pas qui est le lapin, qui est la carpe. On est sur des acteurs qui sont a priori très différents. Il y a des petits acteurs qui sont considérés agiles, il y a des grands acteurs qui sont considérés pour beaucoup plus stables et beaucoup plus complexes parfois. Et des fois, c'est dans l'autre sens. On a des grandes fintechs qui sont très complexes, on a des petites collectivités qui sont très agiles, qui font des choses très innovantes. Donc, on a quand même des acteurs qui, a priori, ne se ressemblent pas. Et j'irais même jusqu'à dire que dans les fintechs, ce matin, Alain l'a dit très bien, on est tout le temps en train de parler d'échelon national, de partir en Europe, à l'international. Donc, on est toujours dans de la projection à l'extérieur. On ne regarde jamais la projection au sein des territoires. Et si je prends October, entreprise lilloise. Penny Lane installée à Lyon. Anaxago a vu le jour à Marseille. Et Viliz, l'entreprise, la FinTech que j'ai eu la chance de pouvoir fonder, elle est basée à Paris. Mais en fait, Paris, c'est un territoire. Et on n'aurait pas créé la même structure si on ne venait pas de banlieue parisienne. Si on était venu d'Occitanie, de Bretagne ou de Corse, je pense que la société aurait été très différente. Donc a priori, des acteurs qui ne se ressemblent pas. Mais on arrive quand même à une convergence parce qu'on a des besoins communs. Les collectivités, elles font face, on va dire, à 3 grands défis. Le premier grand défi, c'est qu'elles sont sous contrainte financière, une manière très forte. Parce que l'inflation qui a créé l'augmentation des points d'indice rogne leur marge de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elles ont plus de mal à fonctionner, à assurer les services publics avec les mêmes rentrées d'argent. Elles doivent aussi investir massivement dans la transition, dans un contexte de taux que vous connaissez, qui est devenu beaucoup plus tendu que pendant 12 ans. Tout le monde avait l'occasion de le faire, mais personne ne l'a fait. Voilà. Donc maintenant, il faut commencer à produire et on a plus de difficultés. Et enfin, comme on est sur un contexte extrêmement adverse, au niveau conjoncturel, au niveau international et national, on se retrouve avec une augmentation de la précarité et une nécessité encore plus forte d'avoir du lien social. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à numériser les services publics, mais en même temps, il faut s'assurer que le lien social ne se casse pas. Et le lien avec les élus ne se casse pas. Et là, nous, on intervient. Viliz, en 2 mots, vous commencez à la connaître parce qu'on se parle régulièrement à FinTech Révolution et dans les forums territoriaux. Viliz, c'est une plateforme qui permet aux citoyens d'investir directement dans les collectivités territoriales. Donc, on sait que c'est des acteurs très particuliers et on sait qu'ils ont des besoins très spécifiques. Dans notre domaine à nous, je pense que là où beaucoup de FinTech ont échoué, c'est qu'elles ont mal compris les besoins des collectivités. Les collectivités, même si elles ont des difficultés pour se financer, pour les projets que nous, on va financer, elles vont tomber sur des partenaires bancaires fiables qui vont leur proposer un taux de couverture des demandes de financement qui va être de 2 ou 3 propositions. Aujourd'hui, c'est réalisable. En revanche, elles n'ont aucun moyen de rendre les citoyens, qui sont parfois des consommateurs de services publics, de les rendre acteurs. Et là, elles vont utiliser quelque chose qu'elles font déjà, se financer des investissements, pour en créer un outil d'engagement. Et là, il y a match. Donc une FinTech peut tout à fait répondre à un besoin d'une collectivité parce que la FinTech va apporter l'innovation là où la collectivité va connaître très précisément son besoin. Et moi, s'il y a des FinTech dans la salle, et je pense qu'il y en a, je vais vous dire,
ça peut paraître être un mauvais marché, le financement des collectivités. Alors moi, je le trouve extrêmement intéressant et pour 3 raisons. Premièrement, une collectivité, on parle d'argent public, on parle de gens qui sont élus et on parle d'équipes techniques, les agents qui sont compétents. Ça veut dire que vous pourrez mettre l'argent que vous voulez en distribution de votre produit, en communication, si le produit ne répond pas aux besoins, et un besoin qui a été validé par des élus, par des équipes techniques, ça ne servira à rien. Ça veut aussi dire que si vous avez un bon produit et que vous arrivez à bien comprendre le besoin du client et à l'exécuter correctement, vous avez un boulevard. Le deuxième aspect, c'est que qu'on fasse du B2C ou du B2B, les clients dans le secteur privé, ils peuvent disparaître. Si on doit rogner sur des dépenses, on va peut-être couper l'abonnement Netflix si on avait aussi un abonnement Amazon. Peut-être que si on a des clients qui sont des corporates, le secteur peut se casser la figure et disparaître. A priori, la ville de Brest, la ville d'Angers, la région Hauts-de-France ne vont pas disparaître dans 3 ans. Ça veut dire que vous avez une stabilité de la commande publique et une stabilité de l'exécution. Quand on a un contexte international aussi compliqué, s'appuyer sur des territoires forts, avec des spécificités mais qui sont prévisibles, c'est extrêmement intéressant. Et la troisième chose, c'est la confiance. Quand vous construisez de la confiance avec une collectivité, Geoffroy en parlait là, quand il parlait des partenaires avec des grands groupes. C'est exactement la même chose pour une collectivité. Si elle vous a fait confiance et que vous lui avez rendu cette confiance, vous avez un prescripteur qui va vous permettre de conquérir d'autres marchés. Alors évidemment, ça prend du temps et c'est une énorme barrière à l'entrée, donc on ne peut pas venir avec une nouvelle équipe, toute fraîchement sortie d'école en disant « je vais casser le marché des collectivités », c'est faux, ça ne marchera pas. Ça prend des années, ça demande beaucoup de contacts humains, beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, mais en revanche, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que quand on veut comme nous construire une fintech qui va se développer dans le temps long et qui va être stable, rentable et qui va avoir un véritable impact social, et là, ça a un intérêt réel. Je finirai très rapidement sur comment est-ce qu'on peut accélérer ça. Maintenant qu'on sait qu'on peut se rencontrer et qu'il y a eu match, qu'on peut se développer ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, plus loin, plus fort? En fait, de la même manière, moi, je vois très rapidement 3 éléments. Le premier, c'est qu'il faut permettre aux collectivités qui veulent être innovantes d'être pionnières. J'ai bien entendu le seuil de 100 000 euros quand on est sur un service innovant. En fait, ce n'est pas forcément une question d'appel d'offres. C'est aussi une question de risque politique et de risque par rapport aux citoyens qu'on prend. Et donc, il faut que les structures de l'État, du type l'ANCT, du type peut-être la DINUM, enfin toutes les structures de l'État puissent arriver auprès des collectivités pour partager le risque, même réputationnel et technique. Parce que parfois, une collectivité, elle veut innover, mais elle a besoin qu'il y ait des experts techniques au niveau de l'État qui disent « oui, allez-y, ils ont le bon agrément, ils sont sérieux, leur solution technique fonctionne ». Et donc là, il y a des partenariats à trouver. La deuxième chose, c'est de pouvoir travailler, je pense, à égalité avec les acteurs existants. J'ai salué l'action des banques sur le financement de l'investissement des collectivités. Et ce n'est pas nécessairement de la faute des banques que le marché soit fait comme ça. Pourquoi une plateforme qui finance les collectivités avec un agrément de l'AMF, qu'on a été les premiers à avoir en France, qui est européen, où pour aujourd'hui, il y a 12 plateformes seulement qui sont agréées en France, pourquoi est-ce que je ne peux pas intermédier opérationnellement des obligations de collectivités qui leur donneraient accès à des coûts plus bas, à des refinancements de financeurs à impact local, alors qu'une banque peut le faire? J'ai un agrément AMF, il peut m'être retiré à tout moment. Je l'ai obtenu par un passage en collège AMF, la présidente de l'autorité l'a signé. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Donc opérationnellement, là, il y a un blocage. Donc je ne peux pas donner les services que les collectivités souhaitent. Donc là, il y a des travaux réglementaires à entreprendre sur l'accès à des outils extrêmement simples comme des obligations participatives. Et il y a aussi des outils fiscaux. On parle de services publics, donc d'acteurs publics. Aujourd'hui, il y a des défiscalisations sur les assurances-vie. Une assurance-vie, elle servait l'année dernière aux alentours de 2% des épargnants. Là, en ce moment, on finance un tramway à Brest. On sert 4% aux épargnants. Ils sont imposés sur la flat tax. Flat tax qui va revenir par la DGFiP dans les caisses de l'État. Pourquoi ne défiscaliserait-on pas les investissements publics dans les collectivités pour les citoyens? En fait, ça coûterait absolument rien à l'État puisque c'est des vases communicants. Par contre, on recréerait un lien extrêmement fort entre les habitants d'un territoire et les élus. Et on redonnerait de l'autonomie aux élus. C'est ce qui est demandé tout le temps. Les élus sont responsables, ils ont des équipes compétentes. Chiche. Quand est-ce qu'on y va?
Et le troisième élément, eh ben, c'est toujours comment est-ce qu'on va trouver des forums pour se parler. Moi, je suis très content qu'on soit à la France FinTech. J'aimerais bien qu'on puisse se parler aussi avec d'autres élus dans la salle qui viennent un jour. Et ça, je pense qu'on va le faire de plus en plus avec France FinTech. C'est de créer des moments où on puisse se parler d'une manière très transparente, très directe, et qu'on ait des forums où ils puissent arriver en disant, bah voilà, moi j'ai ce problème de digitalisation de mes paiements, de mes allocations, parce qu'aujourd'hui, les allocations dans les caisses, les CCAS, donc, sont données en cash, en grande partie. On est en 2023, les gens font la queue pour récupérer une allocation. On lutte contre la pauvreté en demandant à des gens de revenir chaque mois pour récupérer quelque chose qui leur est dû. Alors qu'ils pourraient employer leur temps à par exemple, faire d'autres choses, parce qu'on aurait numérisé le principe et qu'on pourrait beaucoup mieux les suivre, les accompagner, et on pourrait les amener vers une sortie de la pauvreté. Donc voilà, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas exprimés, et il nous faut des forums. Et j'espère qu'un jour, on pourra le faire ensemble. Mais donc, qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'écouter, c'est la troisième chose. Je vous remercie, et j'espère que le mariage de la carpe et du lapin, même s'il est pluvieux, puisqu'il est arrivé tardivement, mariage pluvieux, mariage heureux. Voilà, merci. Belle image, belle image. Merci Arthur et merci Teivano pour vos retours d'expérience sur l'offre FinTech aux collectivités territoriales. Merci.